Bonsoir, Bonsoir, merci d'être là. mais merci de cette nouvelle invitation. Non. Et bon, la question toujours, là, je pense qu'on t'a posé 50 fois, sûrement, c'est d'où c'est venu l'idée de ce projet et ton intérêt à ce rapport entre deux civilisations. Alors, je vais d'abord parler de mon intérêt pour Haïti. Le film est dédié à plusieurs personnes, notamment une qui est Charles Najman. Je ne sais pas si tu as rencontré. C'était un ami. Voilà, qui était un ami très proche et qui a fait un film en Haïti il y a 18 ans. Et c'est vrai que très peu de gens font des films en Haïti. Et il se trouve que j'étais proche de ce film parce que c'était la chef opératrice avec qui je travaillais, etc. Et voilà, ils m'ont communiqué une sorte de passion et d'amour pour ce pays. J'ai pas pu aller sur le tournage, mais du coup, je me suis beaucoup intéressé via les textes, des lectures, à cette culture, à cette histoire, que j'en suis un peu tombé amoureux. Et c'est le moment où j'ai découvert des textes concernant cette histoire de Clervius Narcisse et ses zombies, etc. C'est resté un peu dans un coin de ma tête. Je parle de Charles parce qu'il est mort il y a 2 ans et demi. Et je pense que s'il avait été encore en vie, je ne me serais pas autorisé à faire ce film. C'était un peu un territoire qui lui appartenait. Et c'est vrai que je cherchais un film, il y a 1 an et demi à peu près, une idée de film à faire d'une manière différente en termes de production, en termes de fabrication, de pensée. Et aussi, je cherchais peut-être une envie de quitter la France un peu, ce qui m'est jamais arrivé. Et m'est revenue cette image du zombie. Je me suis dit, mais en fait, le vrai zombie, le zombie haïtien, c'est quelqu'un qui marche sur les terres comme ça, la tête baissée. Et en fait, l'image, elle a suffi pour ouvrir l'idée qu'un film était possible. Voilà, à partir de là, l'histoire du zombie, elle a été très simple à écrire. Ce qui a été plus compliqué, c'est trouver le bon point de vue pour raconter un film comme ça. Parce que moi, étant blanc, français, je ne peux pas arriver en Haïti et dire je vais raconter l'histoire de Clervius Narcisse, parler du vaudou et des zombies. Il faut un point de vue français pour être à la bonne place. Donc voilà, après, j'ai pensé que l'adolescence était l'âge parfait pour recevoir ce récit. Et donc après, tout le reste est venu comme ça. Mais c'est vrai que tout d'un coup, de cette histoire que je connaissais, je me suis dit, voilà, on a une figure mondialement connue dans le cinéma, qui est le zombie, qui est une figure presque pop, on va dire. Et prendre cette figure, la ramener à son origine, et par ce trajet, pouvoir évoquer, même un peu plus qu'évoquer, mais l'esclavage, et puis tout d'un coup les rapports entre la France et le colonialisme, qui est un truc dont on parle quand même assez peu au cinéma, et quelque chose qui m'intéressait, et c'est quelque chose que j'avais commencé un petit peu avec mon film précédent, c'est-à-dire passer par le genre pour arriver aussi à certains sujets politiques qui étaient... moi, c'est vrai que un de mes amours du cinéma, qui était le vidéoclub VHS en 1980, et c'est vrai que ça a été beaucoup le film de genre, et ces cinéastes-là m'ont marqué beaucoup, et c'était des cinéastes qui avaient un rapport très politique et très premier degré à leur manière de faire ces films-là. C'était parler de leurs inquiétudes du monde à travers un cinéma inquiet, en fait, un cinéma de la peur. Et voilà, je pense que c'est des boucles comme ça. Et le personnage de Clervius Narcisse, tu l'as trouvé où? Dans les textes, à l'Haïti de lui-même, dans des écrivains, ou est-ce que Alors en fait, c'est un personnage réel, hein, et quand il revient à Port-au-Prince en 1980, il intéresse beaucoup les ethnologues, évidemment. Il intéresse aussi beaucoup les Nord-Américains, qui étaient surtout passionnés par le secret de la poudre de zombie. Pour eux, donc, ils ont envoyé comme ça des médecins, etc. Donc il y a eu des livres qui sont parus à ce moment-là. Et je suis tombé sur ces livres. Et il se trouve qu'il y a un livre qui a été adapté par Wes Craven. Le livre est paru en 80 et peut-être le film en 85, je ne sais pas.
Le film n'est pas très bien parce que Wes Craven a fait vraiment une série B, mais le sujet est passionnant. Donc voilà, c'est des textes qui ont vraiment été écrits. Il y a eu à la fois par les ethnologues haïtiens et puis par des Canadiens en fait. Ouais. Donc une grande partie de son histoire, c'est partir d'une histoire existante et très connue à Haïti ou non? Oui, très connue en Haïti et en Amérique du Nord. Voilà, c'est vrai que toute mon inspiration sur le film, elle a plutôt été à travers des textes d'ethnologues, beaucoup plus que par le cinéma en fait. Bon, ce qui est curieux dans le film, c'est que la façon comme tu filmes, c'est pas normalement comme on tourne, tu vois, des films autour des personnages comme zombies, avec des plans très, très bien cadrés, très, pas esthétiques, mais très bien cadrés, très, tu vois, avec un travail sur la lumière, etc., qui est normalement en contradiction avec, si tu veux, quand tu tournes des films si tu veux, que la plupart des films sur zombies, comme tu dis, c'est des séries B. Donc c'est un peu... tu as un côté, tu vois, je pense, assez différent de la façon comme tu tournes, de ce que tu pouvais attendre avec ce sujet-là. C'est toute la partie haïtienne avec le zombie qui serait presque, quand on l'écrit, le mot rock, la partie la plus spectaculaire, et en fait la moins spectaculaire. C'est juste l'histoire d'un homme qu'on fait passer pour mort, qu'on fait travailler dans les plantations et qui à un moment va marcher dans son pays pendant 12 ans. Donc il y avait une espèce de simplicité, et je le dis dans le bon sens, de modestie en fait à trouver. Et finalement la partie entre guillemets la plus film de genre, c'est la partie française, où tout d'un coup il y a une mise en scène plus classique, etc. Mais il y avait une chose pour moi qui était très importante dans ce film, c'était de s'autoriser de passer d'un style à l'autre, une forme de quelque chose d'un peu hybride comme ça, où on peut passer du teen movie à quelque chose qui est beaucoup plus... La partie haïtienne est quelque part l'air de rien, même si elle est cadrée, beaucoup plus documentaire, à quelque chose qui est... Même le cours d'histoire est un pur documentaire, parce que c'est un vrai historien à qui j'ai dit, voilà, je vous donne la parole, j'avais envie de lui donner la parole. Prenez 10 minutes, parlez-nous, à quelque chose qui est plus ethnographique, et puis des choses plus fictionnelles, enfin que le film soit nourri aussi de toute cette liberté de pouvoir passer d'un style à l'autre. Après, il faut trouver une cohérence visuelle dans l'ensemble, mais j'avais besoin de ça, en fait. Le côté de pensionnat, tu vois, je pense, je connais pas, mais de l'autre bourgeoisie, de quelqu'un des gens de la Légion d'honneur, etc., très, tu vois, très, on comprend qu'il a été initié par Napoléon, mais très hors mode aujourd'hui, même. Ce qui est incroyable, c'est que moi je ne connaissais pas ce pensionnat. Hein. Il existe. Je cherchais un pensionnat de jeunes filles. Moi, ça faisait appel à certaines choses de fiction que j'aime bien, comme Suspiria de Dario Argento, etc. Puis j'avais pas envie qu'il y ait des adultes. Et je fais Google, pensionnat de jeunes filles. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Et je tombe là-dessus. Alors le fait qu'il ait été créé par Napoléon, pour moi, c'était extraordinaire parce que ça fait un lien historique très fort. Enfin, Napoléon est celui qui a voulu rétablir l'esclavage en Haïti, ce qui a donné lieu à une révolution en Haïti, ce qui a donné lieu au fait que Haïti est la première république noire libre. Donc il y avait un lien comme ça, il y a des résonances qui se font, mais ce pensionnat existe. Je n'ai rien inventé. Je suis arrivé presque en documentariste avec mes petites actrices, mais on est en 2019. C'est à Saint-Denis. Saint-Denis, qui est quand même une des banlieues les plus oui, vivantes, métissées, enfin, etc. Et c'est en plein milieu de Saint-Denis, et c'est comme ça. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Ouais. Bon. Des questions, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on établisse des dialogues. Est-ce qu'il y a des questions précises ou pas précises sur ce film ou sur d'autres films de Bertrand, sur le cinéma? Merci bien. C'est
c'est un film splendide. Mais ma question, c'est la suivante. Je suis professeur et dans mon école, il y a beaucoup de zombies. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, dans l'Occident, la technologie, c'est une chose magnifique. Il y a beaucoup de zombies. Et la dépendance de la technologie, de tous les Wi-Fi, etc., fait zombie. Il y a beaucoup d'élèves qui font le suivant. Il est avec un Wi-Fi, la professeure, et il dit, oui, 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 c'est vrai. C'est des zombies de la technologie. Merci bien. Non, après, ce qui est vrai avec pourquoi les films de zombies existent depuis très longtemps et seront toujours repris, c'est que le zombie est une figure magnifique pour parler d'une fin d'humanité. Et ça, pour le coup, c'est vrai que George Romero, il a fait une trilogie qui est extrêmement politique, avec une critique très, très, très forte du consumérisme, du capitalisme, avec des dialectiques assez passionnantes. Donc voilà, ce sont des figures qui vont traverser l'histoire du cinéma parce qu'on peut projeter à chaque fois des questions politiques contemporaines. Et j'ai pas été le premier et je serai pas le dernier. Ouais. Il y a une chose, la scène de Vaudou à la fin, c'était quelque chose qui a été complètement mis en scène, ou c'était quelqu'un que tu as approché, que tu as connu, que tu as pris, et qui d'une certaine façon l'a fait, même à la présence des caméras, d'une façon plus ou moins réelle, ou c'est quelque chose d'absolument basé sur, évidemment, des choses... C'est une scène qui est vraiment faite sur le mode du documentaire. Donc on a mis un petit peu de temps à pouvoir approcher un Ougan, donc un prêtre vaudou. Et on a trouvé un qui a accepté. Il m'a dit quel est le but de la cérémonie. Je lui ai dit voilà, c'est une cérémonie en l'hommage à quelqu'un qui est mort. C'est pour se souvenir de lui. Et il me dit dans ces cas-là, le déroulé, ce sera ça, 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 ça. Ça va commencer à 20h et ça va se terminer à 1h du matin. Et il était tout à fait d'accord pour avoir un micro-cravate et à ce qu'on filme. Mais nous, on n'a absolument pas interrompu la cérémonie. On avait un langage un peu des signes entre nous pour dire « Ok, là, je coupe le plan, on va se mettre là, comme ça, etc. » pour essayer d'arriver à faire le montage. Mais c'est une vraie cérémonie qui a duré 5 heures et qui a été filmée vraiment comme un documentaire. Ce qui était important pour Yves Cape, le chef opérateur, et pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de saute de style. Donc que tout d'un coup, on ne passe pas à l'épaule, un peu comme ça, etc., qu'on reste cadré. Donc il y avait toujours un pied, etc. Mais elle a été faite en mode documentaire, elle n'est pas du tout mise en scène. Ouais. Et la scène avec la fille ? Alors ça, c'est complètement mis en scène. Tout est écrit. L'actrice haïtienne qui joue la tante n'est pas du tout vaudouisante. J'ai essayé au début de trouver une prêtresse, une vraie mambo qui joue. Et en fait, j'ai préféré prendre une actrice qui apprenne. Voilà, c'était juste mieux pour le jeu, quoi. Ça, au contraire, tout est mis en scène. C'est dans ce sens-là que je te disais tout à l'heure, tu vois, il y a des choses vraiment hybrides et arriver, évidemment, à ce que ça se voit pas, tu vois, mais avoir cette liberté de pouvoir mélanger de l'ethnographie, du documentaire, de la pure fiction. Et le scénario a été écrit à la mesure que tu tournais, ou c'est quelque chose que dès le départ, tu l'as d'abord fait, évidemment, toutes les recherches, Haïti, tout ça, etc. Tu l'as écrit, tu l'as suivi à la lettre, tu as beaucoup modifié pendant ton... Le montage est complètement fidèle au scénario. Je pense que j'ai inversé 2 scènes, c'est tout. Ça a été vraiment écrit comme ça. Après, sur la fin, par exemple, quand il y a le montage parallèle, quand on arrivait en Haïti, je disais cérémonie vaudou, après, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais toute la structure, le scénario, c'était prévu auparavant. Après, il y a une chose que j'ai faite que j'ai jamais faite, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire au mois de mars en me disant je veux tourner en octobre, et j'ai fait un truc qui est de écrire
préparer, produire, tout en même temps. Alors, ça a été possible parce que c'est un film très peu cher, tourné en 4 semaines, mais sortir du schéma qui est on écrit, on fait 8 versions, puis on finance, puis on prépare, et puis on tourne, cette espèce de truc que j'avais envie de casser un petit peu. Tu as tourné tout le film en 4 semaines 4 semaines, oui. Et donc quoi, 1 semaine et demie à Haïti 8 jours en Haïti, et après il y avait 12 jours, je crois, à Paris, et puis voilà. J'ai manqué de rien en fait, parce qu'en fait j'ai écrit en pensant ça. Je me suis dit, voilà, si je veux tourner dans 6 mois en le produisant, je sais que je vais pouvoir trouver 1,5 million. Donc ça veut dire tourner 4 semaines. Et en fait, la première chose que j'ai écrite, c'est le plan de travail. Sur une feuille comme ça, j'ai dit, voilà, je vais écrire un plan de travail. Donc il y avait 2 jours dans les plantations, 3 jours là, 3 jours dans le pavillon, 8 jours là, etc. Et après, une fois que j'avais mon plan de travail, j'ai écrit les scènes de manière à ce que ça rentre dans le plan de travail. Donc en fait, même si c'est un film plutôt petit, j'ai vraiment manqué de rien parce qu'il a été pensé comme ça très très tôt, dès l'écriture. Et le casting des filles, de Mélissa et des autres, tu avais déjà pensé à elles, ou c'était un vrai casting que tu as fait, tu les connaissais, les actrices, ou c'était un casting que tu as fait ou comment? C'est vraiment ce qu'on appelle le casting sauvage, mais comme je sais qu'un casting sauvage c'est long, j'ai commencé le casting en commençant l'écriture. Donc j'ai engagé un peu d'argent pour qu'une fille commence à travailler. Ça a duré 5 mois. Parce que c'est vrai que le casting sauvage, là, il n'y a pas de secret. Enfin, il faut du temps. En revanche, en Haïti, moi, j'ai rencontré une productrice là-bas qui m'a dit ce serait bien si tu faisais travailler les acteurs parce qu'ils n'ont tellement pas de travail. Donc là, au contraire, ça a été que des comédiens... je ne vais pas dire professionnels, parce que ça n'existe pas le comédien professionnel là-bas, mais des gens qui se réclament acteurs. Bonsoir. Bon, j'ai adoré le film, c'était très particulier, je dirais, l'histoire. Et j'ai une question, en tant qu'Européen, homme blanc, pourquoi raconter cette histoire, en fait? Comment vous avez choisi l'histoire et comment vous avez trouvé votre place pour la raconter? Alors, je vais répondre à l'envers, en fait. Okay. Non, parce que la question, elle est évidemment très juste. Mais c'est d'abord l'histoire qui est venue à moi, parce que c'est vrai que quand j'ai découvert l'origine du zombie il y a 15 ou 20 ans, c'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé, en fait. Parce que pour moi, le zombie, c'était le zombie comme on le connaît. Voilà. Et après, je me suis posé la question de, en effet, comment, moi, homme blanc, pourquoi raconter cette histoire? Alors, c'est vrai qu'il y a j'ai essayé de trouver la bonne entrée, le bon point de départ, donc il fallait que ça vienne de la France, donc j'ai inventé tout ce qui est sur Clairvue, c'est vrai, sauf évidemment le fait qu'il ait une petite fille qui vient en France. Tout ça, c'est de la fiction qui me permet aussi, moi, de revenir là où je suis, en France, pour pouvoir la raconter, l'accueillir, etc. Après, il y a aussi une légitimité, parce que le film parle d'Haïti, mais il parle aussi de la France. Il y a aussi une légitimité. C'est pour ça que je le dis d'autant plus que c'est la seule chose que je n'ai pas écrite. Je trouve le cours d'histoire du début assez magistral. Enfin, c'est ce que Patrick Boucheron raconte sur la France, sur la responsabilité. Quand il dit d'accord, la France, c'est le pays de la liberté, c'est la Révolution française, nous avons inventé tous ces concepts, mais est-ce qu'on a été toujours à la hauteur ? C'est vrai qu'on a le droit aussi, en tant que Français, de se poser ces questions-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me sont apparues sur le film une fois le film fini, mais il y a plein de sujets dans ce film, etc. Mais l'un des sujets, par exemple, qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre histoire ? Ça peut être notre histoire intime. Par exemple, cette jeune fille, son grand-père est un zombie, qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle ne sait pas trop, elle le dit, je ne sais pas. Les Haïtiens, eux, ils savent quoi faire de leur histoire. Ça a été un pays sous esclavage, et puis le premier pays libre, et ils ont une fierté, et ils ont vécu ensuite une occupation américaine, mais je veux dire, ils ont toujours une immense fierté de ça, ils savent quoi en faire. Et nous, Français, on ne sait pas toujours quoi faire de ça. Voilà. Donc, l'endroit, puisque c'est vrai que
quand on fait un film, enfin surtout aujourd'hui, avec des noirs, etc., on vous renvoie beaucoup à la légitimité, à la réappropriation culturelle, qui sont des vraies questions. Mais d'abord, je pense que le film, il accueille cette question, parce que c'est une question importante. Le film est prêt à discuter de cette question. Et par ailleurs, il a une totale légitimité aussi à se dire, ben voilà, la France a aussi une responsabilité, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est un peu comme ça que j'ai trouvé ma place. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais... bon, d'abord, j'aimais bien l'idée que ces jeunes filles qui font une sororité littérature contemporaine, finalement, accueillent, enfin, passent par le hip-hop, parce que c'est aussi une écriture contemporaine et qui souvent est quand même beaucoup plus impressionnante que ce qu'on pense. Alors, je vais être très honnête, moi, je ne connaissais pas Damso, en fait, je suis trop vieux. Avant d'écrire le scénario, et il se trouve que j'ai une fille qui a le même âge que les protagonistes, et quand je cherchais un peu quelle chanson, je regardais un peu au hasard, j'ai regardé sa playlist, et le dernier morceau qu'elle avait écouté, c'était celui-ci. J'ai été un peu surpris, je m'attendais pas à ce qu'elle écoute ce genre de truc, mais je me suis dit ok, voilà, donc je l'ai mis comme ça, parce qu'en plus je l'écoutais, plus en fait je trouvais ça hyper bien écrit. Et j'aimais bien que ça rentre dans le cadre aussi d'une sororité de littérature contemporaine pour des jeunes filles. Et il se trouve que quand j'ai fait le casting, donc je suis assez présent au casting, donc j'ai dû rencontrer personnellement, moi, une centaine de filles, et elles connaissaient en fait toutes par cœur. Enfin, donc j'ai rendu compte que c'est quelque chose, cette écriture qui peut apparaître comme ça, hyper misogyne, hyper trash, etc. En fait, elles se le sont totalement appropriées et elles en jouent, enfin elles jouent avec, etc. Et voilà, tout d'un coup, c'est rentré vraiment dans le film et il a pris une place même plus importante au fur et à mesure des versions de scénario, parce que je trouvais ça important d'en faire presque un personnage du film, Damso. Voilà. Vous avez mis plusieurs choses pop. Enfin, moi, j'ai vécu à Paris, du coup, j'ai bien vu. Genre, Citadium aussi, vous avez mis plusieurs choses du quotidien parisien, oui, je veux dire. Ouais. Oui, après c'est hyper intéressant. J'ai essayé aussi de m'approcher de ces jeunes filles et de respecter un peu leur goût, leur musicalité, etc. De les écouter. On prend un peu à droite, à gauche, et puis... Je pense qu'à l'endroit de leur musicalité dans le sens large, je pense que le film est assez juste, enfin j'espère, enfin en tout cas j'ai vraiment essayé d'être dans cet accueil-là. Voilà. Ah, c'est un phénomène, quoi. Hein, c'est hyper contemporain. En tout cas maintenant je connais bien ces morceaux et j'aime bien vraiment. Merci. Une autre question? Bonsoir. Au fin du film, il y a une figure qui apparaît comme un esprit qui s'est matérialisé. Et je voudrais savoir pourquoi tu as décidé de montrer sa figure comme un acteur qui joue, non? Oui. Oui, c'est le Baron Samedi qui est l'esprit probablement le plus connu du voodoo haïtien, qui a été utilisé, réutilisé, qui est d'esprit complètement à la fois grotesque, à la fois maléfique, à la fois qu'on désire et qu'on craint. Enfin, c'est une personnalité assez complexe. Pourquoi j'ai décidé de le matérialiser? En fait, je pense... tout simplement parce que je pense que le cinéma le permet. Enfin, tout d'un coup, alors que c'est quelque chose qui... tous les écrits que j'avais lus sur le Baron Samedi le décrivent, enfin, on ne le voit pas de ça. Et tout d'un coup, le cinéma, il permet l'incarnation. Et ça me permettait aussi de passer un petit cran au-dessus dans cette espèce de finale, qui est un montage parallèle, voilà, en l'incarnant face au jeune amant, là, au jeune Pablo. Mais voilà, je trouve que le cinéma permet l'incarnation des esprits et j'avais envie de m'autoriser ça à ce moment-là du film. Ouais. Merci. Mais há uma pergunta, question. Bon. Bertrand, merci. S'il n'y a plus de questions, c'est qu'ils ont tout compris, donc c'est Ils merveilleux. ont tout compris. Alors, il faut qu'ils revoient le film, peut-être. Merci beaucoup.